Mélancolie, ce masque de plomb qui s'impose, oscillant entre l'appel au génie créatif et l'emprise d'une tristesse qui dévore la joie de vivre. Longtemps perçue comme une possession démoniaque, une aliénation ou une douce folie du désespoir, elle reflète les crises émotionnelles que tout être humain peut traverser. Invisibilisée par le déni social ou familial, la dépression possède pourtant son propre langage silencieux mais puissant, révélant ce qui se cache dans l'ombre. L'astrologie, science humaine des rythmes silencieux de l'univers, nous offre la possibilité d'explorer la capacité de résilience de chacun pour se reconstruire. Alors, comment répondons-nous à cette tristesse profonde ? Sommes-nous prêts à nous transformer et à révéler une version plus authentique de nous-mêmes ? Est-ce que l'homme a toujours souffert d'un état de tristesse ou est-ce finalement une notion liée à l'évolution de la société ? Cela fait-il partie de sa nature émotionnelle au point de perdre parfois jusqu'à l'envie de vivre ? C'est ce que nous allons explorer dans ce voyage à travers le temps pour tenter de comprendre si ce sont les contextes sociaux, familiaux, culturels ou peut-être même l'âme qui favorise cet état et qui finalement nous coupe du désir. Nous sommes au XVIe siècle avant notre ère, sous le règne d'Amétope Ier. Cette époque nous offre une ressource précieuse puisqu'on a retrouvé le papyrus d'Eber qui est daté d'environ 1550 ans avant notre ère. Donc ce document, qui est l'une des premières traces écrites qui aborde une variété de maladies et de remèdes, en se concentrant particulièrement sur les troubles internes avec une approche symptomatique. Il est rédigé dans un contexte spirituel et magique, normal pour l'époque, et il laisse entrevoir ce qui pourrait être les débuts de la pharmacognosie, c'est-à-dire l'organisation des connaissances sur les substances thérapeutiques. Mais ce qui nous intéresse particulièrement ici, c'est de savoir si l'état émotionnel de l'être humain était déjà pris en compte dans le traitement des maladies, à la fois sous l'angle médical, mais aussi spirituel. Et c'est dans le traité des cœurs que nous allons découvrir l'approche des Égyptiens qui considèrent le cœur-ati comme le siège de la conscience, mais aussi de la volonté et des désirs, en étroite relation avec l'intérieur Im, qui est lui le centre des sensations et des émotions. Donc les Égyptiens ne distinguaient pas strictement l'anatomie de la physiologie et c'est ce qui leur permettait d'avoir finalement une vue d'ensemble car ils reliaient directement l'état du corps à ses causes. Pour eux, le corps était un corps animé et non une âme incarnée. Donc vous voyez que même si les troubles mentaux n'étaient pas explicitement abordés, ils parlaient déjà d'aspects psychiques comme la colère pathologique et ils notaient aussi l'usure de certains conduits-mètres. Ces conduits qui faisaient circuler les fluides vitaux dans le corps incluaient aussi les canaux auditifs et sensoriels et leur usure, souvent attribuée à l'âge, pourrait être liée à des symptômes que nous associons aujourd'hui d'ailleurs à la maladie de Ménière ou à des formes de dégénérescence comme la démence. Alors ce qui est intéressant, c'est que dans de nombreuses traditions anciennes, le cœur était considéré comme le centre de l'activité mentale et émotionnelle et cela va s'observer aussi dans l'évolution des connaissances médicales à travers les siècles. Donc on va voir de plus en plus de liens qui vont se former entre les états humains, qu'ils soient émotionnels ou physiques, et la compréhension de la santé. D'ailleurs, médecine et philosophie vont grandir ensemble, elles vont évoluer ensemble au fil des siècles. Alors cette approche holistique du corps et de l'esprit ne se limite pas à l'Égypte antique, bien sûr, puisqu'on va voir qu'en Inde, les textes védiques, qui sont à peu près de la même époque que le parchemin d'Eber, ils datent d'environ 1500 ans avant notre ère, nous offrent une vision intégrée de la santé
où l'âme, l'esprit et le corps sont interdépendants. Les Védas introduisent les 3 gunas, tamas, raja et sattva, qui représentent les qualités fondamentales de l'énergie dans l'être humain. Donc tamas est associé à l'inertie, à la lourdeur et à l'obscurité, des traits liés à des comportements plutôt apathiques ou passifs, tandis que Raja incarne l'énergie de l'action, du désir et du mouvement, capable de sortir justement l'individu d'un état tamasique. Quant à Sattva, il symbolise la pureté, l'harmonie et l'équilibre, et vous allez voir que les déséquilibres dans les gunas étaient donc perçus comme étant à l'origine d'états énergétiques négatifs qui soulignent l'importance du désir et de l'action comme force vitale pour contrer l'apathie. Alors en Chine, il faudra attendre la transition de la médecine traditionnelle chinoise d'une vision chamanique à une conception plus cosmogonique qui va commencer seulement à se formaliser autour du IIIe siècle avant notre ère. C'est à cette époque d'ailleurs que des textes comme le Wengandi Neijin, j'espère que je l'ai bien dit, systématisent des concepts fondamentaux tels que le yin et le yang, mais aussi les 5 éléments et les méridiens énergétiques. Alors finalement, ce ne sont pas tant dans les anciens traités médicaux que les œuvres philosophiques et littéraires qui nous offrent les premières véritables réflexions sur l'état de tristesse humaine. C'est en effet à travers la littérature que le terme mélancolie commence à prendre tout son sens. Ce mot dérivé du grec mélancholia, avec mélas pour noir et collé pour bile, désigne littéralement la bile noire, une substance à laquelle on attribuait déjà des connotations de tristesse bien avant qu'Hippocrate ne l'intègre dans sa fameuse théorie des humeurs où il donne une dimension plus médicale et symptomatique. Mais on va voir ça après. Mais bien avant cela, dès le 5e siècle avant notre ère, le grand dramaturge grec Sophocle utilisait déjà le terme mélancolos dans ses œuvres pour décrire cette sorte de poison, cette toxicité que représentait le sang de l'hydre de Lerne. Et c'est d'ailleurs à travers cette image qu'il associe la mélancolie à quelque chose de sombre, de dangereux, qui envahit lentement l'âme et l'esprit d'un individu. Mais on va revenir à Hippocrate, car même si sa théorie humorale a été remise en question au fil du temps, elle va quand même prévaloir en médecine jusqu'au XVIIIe siècle et va servir de référentiel pour diagnostiquer la mélancolie. Donc au IVe siècle avant Jésus-Christ, il est ainsi défini que la santé de l'âme, comme celle du corps, réside dans l'équilibre des humeurs. Il est d'usage de considérer qu'un excès de bile noire pourrait être un symptôme spécifique de ce trouble, apportant tristesse, anxiété, peur sans cause apparente et une tendance à l'introspection excessive. C'est Galien, qui est un médecin grec du IIe siècle de notre ère, qui va affiner la théorie humorale en ajoutant les 4 éléments, l'eau, le feu, l'air et la terre, comme facteurs d'influence au tempérament, ainsi que la lune et les anomalies des organes internes et des tissus. Donc il développe l'idée que chaque tempérament, sanguin, flegmatique, colérique, mélancolique, est lié à la prédominance d'une humeur. Alors, si les disciples d'Hippocrate soulèvent plusieurs paradoxes, notamment dans le problème 30 attribué à Aristote, ils constatent que beaucoup d'individus exceptionnels semblent être sujets à la mélancolie. Donc pour Aristote, la mélancolie n'est pas uniquement une manifestation d'un déséquilibre des humeurs, mais elle pourrait aussi être une source d'intelligence et de créativité extraordinaire. Donc il laisse déjà entrevoir une possibilité de double origine, à la fois de l'âme et du corps, dans cette prédisposition des génies à cette maladie. Au IIe siècle, après Jésus-Christ, Arrêté de Cappadoce apporte une nouvelle compréhension de la mélancolie en parlant d'une condition liée
à une idée fixe, ce qui est vraiment du génie pour le coup, et c'est très novateur pour l'époque, parce que cette idée fixe qu'il décrit peut être considérée comme une première tentative pour cerner la mélancolie comme une forme de trouble obsessionnel. Ça, c'est grandiose. Il va encore plus loin en éclaircissant la classification des maladies mentales, et dans ses écrits, il inclut non seulement la mania, mais aussi la mélancolie, la frénésie et la fantasia, ce qui offre l'une des premières classifications des troubles mentaux basées sur l'observation clinique directe. Fantastique. Après la chute de l'Empire romain au 5e siècle, les références médicales laissées par les Grecs et les Romains cessent véritablement d'évoluer. Ce sont les savants arabes qui, à partir du 9e siècle, vont apporter des contributions majeures à la science, notamment grâce aux traductions des textes anciens, mais aussi par une approche plus empirique de la médecine. Donc le Moyen-Âge occidental va bénéficier de leurs influences et la théorie humorale va être recentrée notamment sur l'idée que les affections mentales viennent du cerveau et non plus du cœur. Et c'est à partir de cette période que les médecins comme Rhazès vont critiquer certaines idées de Galien en insistant sur l'importance de l'observation clinique directe, rejoignant ainsi les approches d'Arrêté de Cappadoce. Bien que la théorie galénique continue d'exercer une certaine influence, elle va donc être progressivement modifiée et enrichie par ces apports critiques des médecins arabes, notamment en ce qui concerne les maladies mentales. Toujours en Occident, à partir du XVIe siècle, on va assister à une véritable transformation dans la manière de percevoir la mélancolie. D'une part, elle est élevée au rang d'état créatif super puissant, devenant un trait presque incontournable du génie humain. Ceux qui en sont atteints ne fuient plus leur conscience, bien au contraire, ils vont l'affirmer, le revendiquer fièrement. Prenons Michel-Ange par exemple, qui disait « ma joie est la mélancolie ». Mais un autre exemple marquant est celui de Hamlet, donc le célèbre personnage de Shakespeare, qui incarne une mélancolie intellectuelle, un état d'introspection profonde qui finit par paralyser son action, le conduisant à l'autodestruction. On y voit toute la complexité géniale de cette figure profondément marquée par une lucidité intense, mais aussi une incapacité à avancer. Par contre, pour les hommes ordinaires, alors là, la mélancolie prend une autre tournure bien différente, puisqu'elle est souvent perçue comme une emprise du malin, une emprise des forces obscures, et là on parle de possession, de crise spirituelle, voire d'épreuve morale. Bon, c'est un sacré contraste entre ces deux perceptions qui montrent bien la façon dont la société traitait l'humain, c'est-à-dire en fonction de son statut et de sa contribution au domaine intellectuel et artistique. Alors à partir du XVIIIe siècle, la compréhension de la mélancolie va encore évoluer grâce aux avancées de la science et on remercie le docteur Albrecht von Haller qui propose que l'irritabilité des fibres nerveuses pourrait être responsable de troubles mentaux, notamment de la mélancolie. Alors cette découverte marque bien sûr un véritable tournant en plaçant enfin le système nerveux au centre de ses affections tout en soulignant l'impact du stress et des chocs psychiques sur l'esprit. C'est aussi à cette époque que le terme dépression fait son apparition. Pour désigner certains états émotionnels, on parle alors de dépression des esprits, c'est-à-dire une sorte d'abattement général ou de baisse de morale sans pour autant le considérer comme un état clinique. Au début du XIXe siècle, Philippe Pinel, célèbre médecin français, présente ce qu'on pourrait considérer comme une nouvelle approche de la mélancolie. Lui, il postule que cet état découle souvent d'une erreur de jugement du patient sur lui-même, donc il ouvre la voie à une prise en charge beaucoup plus centrée sur la psychologie. D'ailleurs, dans son traité médico-philosophique sur l'aliénation mentale, publié en 1801, Pinel associe la manie à certaines formes de mélancolie. Il va considérer ces deux états comme les deux faces d'un même trouble de l'humeur. Pour lui,
La mélancolie se caractérise par une fixation excessive sur une idée ou une émotion, tandis que la manie entraîne une excitation mentale et physique extrême. Mais alors dites-moi, ça vous rappelle pas quelque chose? Si vous avez bien lu l'extrait que je vous ai proposé en illustration tiré du traité d'Arrêté de Cappadoce, vous retrouverez exactement ce concept que nous associons aujourd'hui à la psychiatrie moderne. Arrêté décrivait déjà ces états mentaux avec une précision assez fascinante. Pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de le lire, je vais citer: la mélancolie est une affection sans fièvre dans laquelle l'esprit est toujours fixé sur la même idée et s'y attache opiniâtrement. Elle me paraît être un commencement ou une espèce de demi-manie. Il y a en effet cette différence entre l'une et l'autre maladie. Dans la manie, l'esprit se porte tantôt à la tristesse, tantôt à la gaieté. Dans la mélancolie, l'esprit reste constamment triste, abattu. Et d'ailleurs, je vais faire mieux, je vais vous mettre en fin de vidéo plusieurs pages extraites du traité de Cappadoce pour que vous puissiez vous rendre compte par vous-même. On poursuit. En 1819, Jean-Étienne Dominique Esquirol, qui est un élève de Pinel, apporte une compréhension supplémentaire sur la dépression en précisant qu'elle contient une forme de monomanie, ce qui va marquer une évolution dans la manière de classer les maladies mentales. Alors selon lui, ce trouble se caractérise par une obsession, bien sûr, une fixation dépressive sur une seule idée, mais le reste des capacités mentales du patient reste intacte. Donc cette conception n'est bien sûr pas nouvelle puisqu'on en a parlé déjà dans l'arrêté de Cappadoce qui avait lui aussi entrepris une classification des maladies mentales basée sur une observation similaire. Alors vous allez peut-être vous demander quelle est la réelle différence entre les travaux d'arrêté de Cappadoce et ceux de Pinel et d'Esquirol. Eh bien, la principale distinction réside dans l'abandon de la théorie des humeurs et un recentrage sur des facteurs psychologiques, sur le cerveau et les fibres nerveuses. En d'autres termes, les signes cliniques observés chez les patients sont souvent similaires, mais là où Cappadoce attribue ces symptômes à des causes internes liées aux humeurs, Pinel et Esquirol mettent davantage l'accent sur le jugement déformé du patient ainsi que sur l'impact de l'environnement et du système nerveux. Alors, au cours du XXe siècle, la compréhension de la dépression s'est naturellement affinée, même s'il faut le dire, l'intérêt pour ce sujet est resté plutôt limité jusqu'aux années 70. C'est à ce moment-là d'ailleurs que la dépression a commencé à être reconnue comme un facteur causal dans de nombreuses pathologies mentales, mais les recherches vont se poursuivre et on va noter plutôt la contribution du psychiatre allemand Emil Kraepelin, qui a joué un rôle clé dans la systématisation de la classification des affections psychiatriques. Il a notamment permis de définir la dépression comme un trouble de l'humeur avec deux origines possibles, soit intérieure, soit extérieure, ce qui signifie qu'elle peut être endogène, c'est-à-dire venant de l'intérieur de l'individu sans cause externe apparente, ou exogène, c'est-à-dire qu'elle est déclenchée par des événements extérieurs. Alors je précise qu'aujourd'hui, quand on dresse un tableau clinique, on ne fait plus la distinction entre les deux, mais elle reste toutefois un cadre utile pour mieux comprendre les dynamiques internes de la souffrance psychique, et on va voir comment l'astrologie peut être un outil précieux pour mieux comprendre les circonstances et surtout pourquoi certaines personnes sont plus résilientes que d'autres face à ce genre d'épreuves. Les approches de la dépression varient considérablement en fonction du courant de pensée en psychologie. Donc pour ne citer que les plus connus, nous avons l'approche freudienne qui parle de mélancolie dans un siècle qui cherche à évoluer sur l'approche et la reconnaissance pathologique systémique. Donc Freud voit la dépression comme un conflit interne lié à une cause et une culpabilité inconsciente, donc il l'aborde de façon analytique en explorant des expériences passées et il établit ainsi une cartographie des traumatismes liés à l'enfance et à l'éducation parentale. Pour Freud, la dépression est l'expression d'une perte non résolue, souvent liée à des expériences d'attachement et elle reflète plutôt une agressivité tournée vers soi-même.
Jung, en revanche, ne perçoit pas du tout les choses de la même manière, puisqu'il dit que la dépression est comme un moyen d'accéder à un soi plus authentique. Donc pour lui, elle est une étape nécessaire dans le processus d'individuation où l'intégration des parts d'ombre de la personnalité permet finalement une transformation et un épanouissement vers une personnalité plus complète. D'un autre côté, nous avons la vision d'Aaron Beck qui propose une approche cognitive où la dépression est liée à un processus de pensée négative et dysfonctionnelle que l'on interprète inexorablement de façon pessimiste. Pour Viktor Frankl, un psychiatre autrichien, c'est le manque de sens dans la vie qui provoque un état dépressif. Alors tous ces courants nous permettent de dresser un tableau psychologique détaillé, utile pour poser un diagnostic et aborder la dépression comme un trouble nécessitant une prise en charge spécifique, particulièrement dans sa forme clinique bien sûr. Mais en astropsychologie, nous avons aussi besoin d'établir un tableau archétypique pour donner un véritable sens, ou plutôt un éclairage à cette expérience humaine. Cela va nous permettre d'enrichir notre compréhension à un niveau beaucoup plus symbolique et surtout plus vibratoire, facilitant une véritable transformation intérieure. Donc la dépression endogène s'incarne souvent dans une expérience archétypique, un processus personnel qui ne se limite pas à des causes visibles ou immédiates. Donc pour comprendre les facteurs sous-jacents et surtout la manière dont ils peuvent être éclairés par un terme astrologique, il est important de définir ce principe archétypique que l'on va comparer ici au démembrement d'Osiris. Lise Green le compare également au processus alchimique du nigredo, qui est une phase où la matière se décompose pour retrouver son essence primitive afin d'être ensuite recomposée, mais à un niveau supérieur. Alors effectivement, dans l'expérience de la dépression, on ressent souvent cette profonde sensation de désintégration de soi où l'énergie nécessaire pour affronter le quotidien semble avoir complètement disparu. On se trouve à bout de souffle, incapable de retrouver de l'air, comme si l'on se noyait et malgré tous les efforts, on ne parvient pas à sortir la tête de l'eau. Alors on peut comparer cette expérience à celle du voyage d'Osiris, piégé dans un cercueil par son frère Seth et laissé à la dérive sur le Nil. Et c'est cette dérive, dans un état léthargique où l'on est incapable de faire face aux événements extérieurs, qui évoque l'expérience de la dépression. On va se sentir prisonnier de soi-même, tout comme Osiris était dans son sarcophage. À la fin, on sait que le cercueil d'Osiris s'encastre dans un tamaris, donc un arbre qui grandit et il va fusionner avec le cercueil. Et c'est une belle métaphore de la dépression endogène, un état où l'on est enfermé dans son propre corps, sans issue et incapable de reprendre le contrôle, où tout semble dériver sans ancrage, sans sens. Alors on sait qu'Isis, dans son grand désespoir, retrouve enfin le cercueil de son époux, mais Seth intervient et démembre le corps d'Osiris. C'est un geste brutal, bien plus qu'un acte physique, il symbolise la dissolution totale de ce que nous sommes face aux épreuves qui nous dépassent. C'est comme si la vie, par son cours inévitable, venait achever un processus de fragmentation que l'on ressentait déjà en nous-mêmes. Et ça nous laisse à nu, ça nous laisse vulnérables et à la merci des forces extérieures. Donc chaque morceau dispersé est un reflet de cette décomposition intérieure où l'on se retrouve complètement fragmenté, incapable de retrouver son unité. Mais tout comme Osiris qui a été reconstitué par Isis sans jamais récupérer sa pleine puissance, nous devons nous reconstruire morceau par morceau. Il faut accepter que nous ne serons jamais exactement ce que nous étions avant, mais cette transformation est un passage nécessaire parce que c'est un processus qui se vit dans la douleur, mais il permet d'atteindre
un état de conscience supérieure, de se révéler sous une nouvelle forme. Osiris, lui, est devenu le seigneur de l'au-delà. Mais pour nous, ce chemin de reconstruction nous permet de retrouver une nouvelle voie, souvent plus authentique que celle que nous avions imaginée. Alors bien sûr, il est évident que ceci reste tout à fait symbolique et que nous évoluons dans un cadre métaphorique. Donc il ne s'agit pas nécessairement d'atteindre ce même niveau de réalisation spirituelle et bien souvent, il est important d'accepter une aide, une main tendue comme Isis a pu tendre la main à Osiris pour se relever de la dépression. À travers le mythe d'Osiris, on comprend que la dépression nous mène vers un effondrement inévitable de l'ego, où toutes les protections émotionnelles que l'on a pu se bâtir autour de notre identité finissent par s'écrouler. C'est un processus en plusieurs étapes. On a d'abord la dérive, puis la fragmentation, ce qui reflète bien la symbolique du mythe. Ce passage, bien que douloureux, nous pousse à reconstruire une nouvelle version de nous-mêmes, nous amenant à une forme de complétude différente mais plus authentique. Alors dans le mythe d'Osiris, Seth représente la force destructrice qui entraîne la dissolution. Osiris n'a jamais conscience que son propre frère est la cause de ses souffrances, tout comme dans la dépression endogène, la personne ne parvient pas forcément à identifier la source de sa souffrance. Seth incarne ces forces destructrices qui sont enracinées dans notre psyché, qui agissent finalement dans l'ombre sans cause apparente. Ça va créer un poids invisible que la personne porte sans toujours en comprendre la cause. Et ce poids peut se manifester par un sentiment constant de contrôle et d'étouffement qui va empêcher la personne de vivre pleinement. Donc chaque pas va lui sembler freiné, lourd, emprisonné par ce monde intérieur sombre qui ne lui appartient pas toujours. Donc ces schémas hérités, que ce soit des histoires familiales, des conflits collectifs comme les guerres ou des traumatismes non résolus, vont constituer ce bagage émotionnel qui alourdit l'esprit et peuvent mener à un état de honte. Et cette honte, ce sentiment qui est transmis de génération en génération et qui est lié au tabou ou aux événements traumatiques familiaux, devient un fardeau silencieux mais omniprésent. Et même si elle n'est pas toujours clairement identifiée, la honte diffuse et alimente un sentiment d'inadéquation, voire de culpabilité et provoque cet étouffement chez la personne. Donc ce terreau invisible favorise la dépression, empêche la personne de ressentir pleinement le désir ou le plaisir de vivre. D'ailleurs, ça me fait penser à une anecdote qu'une cliente m'a racontée où son mari ne supportait pas qu'on parle de religion et ça le mettait vraiment en colère sans qu'il sache vraiment pourquoi. Et donc un jour, la sœur de son mari est venue leur rendre visite et au cours d'une discussion, elle a parlé de la famille et des histoires justement très religieuses puisque elle a évoqué qu'un de leurs oncles était prêtre mais qu'il avait été défroqué. Alors cet événement a tellement marqué et terni la réputation de la famille que jamais plus personne n'a voulu ni parler de religion ni entrer dans les ordres, ce qui a surpris son mari parce qu'il n'était pas du tout au courant et il semble depuis ce jour plus apaisé d'après ce qu'elle dit. Il se met moins en colère en tous les cas quand on aborde la question de la religion et ça c'est un exemple qui illustre le poids d'un secret de famille. On va réagir de manière très vive, presque instinctive, sans vraiment comprendre pourquoi, qu'est-ce que ça vient chercher chez nous. Et c'est une réaction émotionnelle parfois incontrôlable qui peut prendre des racines justement dans les mémoires ancestrales. Petit aparté terminé, on va revenir sur nos mécanismes et se poser la question de pourquoi finalement.
Et c'est du côté de l'épigénétique que nous allons chercher des réponses, parce qu'en effet, certaines études confirment qu'un processus moléculaire active certains gènes, tandis que d'autres sont réduits au silence sous l'effet d'un traumatisme. Donc le professeur Rachel Yehuda, psychiatre et spécialiste en neurosciences au Mount Sinai à New York, explique que si vous avez l'impression d'être affecté par un événement traumatisant que vos parents ont vécu, il y a une raison à cela. Ces recherches montrent en effet que ces traumatismes laissent une trace épigénétique, un signal qui survit après la mort de la personne. Donc les descendants de survivants de l'Holocauste, par exemple, présentent des modifications dans l'expression de leurs gènes, notamment le gène FKBP5 qui est lié à la régulation du stress. Et ces changements causés par un processus appelé méthylation de l'ADN influencent la réaction au stress et peuvent se transmettre aux générations suivantes. Ils vont laisser une empreinte durable des expériences traumatiques vécues par leurs ancêtres. D'un autre côté, nous avons Elizabeth Blackburn, qui est lauréate du prix Nobel de physiologie ou médecine en 2009 pour ses travaux sur les télomères et la télomérase, et qui a démontré que les extrémités protectrices de nos chromosomes, donc les télomères, se raccourcissent sous l'effet du stress chronique et des traumatismes. Alors ce raccourcissement des télomères est une conséquence directe de l'usure cellulaire qui influence ainsi la stabilité du génome même. Donc lorsque les télomères deviennent trop courts, la cellule ne peut plus se diviser correctement, ce qui va entraîner un vieillissement cellulaire accéléré ainsi qu'une détérioration de la santé physique et mentale. Donc ce processus démontre bien que le stress affecte non seulement l'expression des gènes, donc l'épigénome, mais également la structure même des chromosomes, le génome. Ça va modifier profondément notre biologie et ça va influencer même les générations futures. Donc vous voyez que ces deux mécanismes montrent comment le stress, le traumatisme ne se contentent pas d'affecter notre bien-être psychologique, ils laissent une empreinte biologique sur notre corps, ce qui modifie la structure génétique et l'expression de nos gènes et influence ainsi plusieurs générations. On va maintenant se concentrer aussi sur les aspects du développement psycho-affectif dans la petite enfance qui peuvent avoir été entravés. Donc, selon la théorie de l'attachement de John Bowlby, les besoins émotionnels mal comblés dans l'enfance peuvent mener à un attachement insécure qui va laisser l'individu vulnérable face aux émotions. Mélanie Klein, de son côté, suggère que si l'enfant n'intègre pas correctement les aspects positifs et négatifs de ses premières expériences relationnelles, ce qu'elle nomme effectivement le clivage, il reste bloqué dans une vision binaire et il va être incapable de percevoir la complexité des relations humaines. Ça signifie qu'au moment où l'enfant apprend à intégrer l'amour et la haine de manière ambivalente, ce qui est quand même une partie essentielle à son développement, et ce processus interrompu peut réapparaître plus tard sous forme de dépression. Donc ces deux théories témoignent finalement comment des dysfonctionnements émotionnels précoces peuvent marquer l'individu de façon plus ou moins pertinente, et ce qui va ouvrir la voie à des états dépressifs à l'âge adulte si l'ego n'a pas été renforcé pour vivre avec ses propres contradictions. Alors tous ces éléments nous ont permis de dresser un tableau sur les facteurs psychologiques et biologiques de la dépression endogène, ce qui va nous permettre de trouver dans le thème individuel des pistes pour révéler l'origine et par conséquent les clés de transformation nécessaires. Mais avant tout, il faudrait rappeler quand même qu'il est important de ne pas simplement voir la dépression comme une maladie, mais plutôt comme un facteur de transformation dynamique capable d'activer un processus de reconstruction de soi. Pourquoi ? Parce que ça donne un objectif de transformation.
beaucoup de choses et on va en voir encore pas mal dans cette partie astrologique. Malheureusement, je ne pourrai pas tout aborder, donc je vais continuer toujours en me référant aux parties précédentes, c'est-à-dire à l'archétype et aux mécanismes psychologiques. Et ça va nous permettre de mettre en évidence un processus profondément marqué, comme on l'a vu, par l'ombre et l'inconscient. On rappelle que la dépression endogène peut apparaître sans cause apparente et elle est souvent liée à des mécanismes de clivage, à un rejet émotionnel ou à des facteurs biologiques ou encore un héritage transgénérationnel. Donc tous ces éléments influence et fragilise la construction de l'ego dès l'enfance, notamment lors de la transition entre la fusion avec les parents et la création d'une identité propre. Alors selon les théories de Mélanie Klein et de Bowlby, comme nous l'avons vu sur le clivage et l'attachement, il souligne finalement l'importance de l'apport émotionnel et de la capacité nourricière qui va être présentée en astrologie par la Lune. C'est pour ça que la Lune finalement va être un élément clé dans la construction de l'ego, tout comme le Soleil l'est pour exprimer notre identité. Donc c'est dans l'enfance que nous allons chercher nos premières pistes de réflexion en observant les dynamiques entre la Lune et Saturne. Pourquoi ? Parce que lorsque ces deux éléments sont en dissonance, ils vont être des indicateurs précieux sur le type de foyer dans lequel l'enfant grandit, le climat familial et l'influence matricielle et émotionnelle. De même que la relation entre le Soleil et Saturne, lorsqu'elle est dissonante, peut évoquer une éducation froide, stricte ou rigide, marquée par une figure paternelle peut-être absente ou éloignée, ce qui peut rendre difficile l'épanouissement personnel à travers l'autorité et l'éducation et peut affecter la valorisation de soi. Quand Vénus est en aspect difficile à Saturne, cela peut indiquer aussi une enfance marquée par une frustration affective, un manque d'amour ou d'affection. Mais ce sont surtout les dissonances liées au placement de Saturne dans les maisons comme la 4, la 8 et la 12 qui vont nous confirmer un état de solitude pouvant affliger le centre émotionnel et impacter cette construction de l'ego. Cela dit, je vous rappelle quand même que tout le monde a Saturne quelque part dans son thème natal et sa simple présence en maison ne suffit pas à indiquer une solitude affective ni un état inévitable de dépression. Parce que bien sûr, Saturne en tant que planète de Terre possède aussi ce potentiel d'ancrage, notamment en période de transit, et peut devenir au contraire un facteur de résilience plutôt qu'une simple source de restriction. On a également parlé de ce sentiment de honte qui peut se développer chez certaines personnes vivant une dépression endogène, surtout quand elles sont incapables de comprendre la source de leur souffrance. Donc Pluton, dans ce cadre, va jouer un rôle amplificateur de ce sentiment, en agissant comme un vecteur de honte en lien avec un héritage et une transmission transgénérationnelle, souvent inconscient. Donc, la capacité de Pluton à assombrir, à absorber le positif, à projeter cette noirceur sur l'extérieur est une réalité quand il est en dissonance avec les luminaires. Ça va créer une intensité brute qui vient obscurcir la vitalité et ou l'état émotionnel de la personne, ce qui va renforcer l'idée d'un fardeau psychologique et d'un poids caché comme celui de la honte. J'aimerais aussi souligner un point important concernant la dissonance entre la Lune et Pluton qui peut évoquer un héritage dépressif transmis de manière transgénérationnelle. Ce dilemme partagé entre la mère et son enfant est souvent présent de manière latente dans la famille.
Ces aspects peuvent faire émerger des sentiments de colère et d'abandon. Ce sont souvent des états dépressifs qui ont été ignorés par la mère et qui ont été transmis de façon involontaire à l'enfant qui se sent plutôt démuni face à cette contagion émotionnelle et ce qui peut l'amener à développer des sentiments profondément destructeurs envers sa mère, des sentiments qui restent souvent secrets, enfouis, inconscients. Donc malgré cette obscurité, ces aspects révèlent aussi un puissant potentiel de régénération puisqu'ils montrent bien la dualité fondamentale de Pluton, une force de destruction, mais aussi une force de renaissance qui, à travers les transits, permet de faire émerger à la conscience cette dépression générationnelle et matricielle. Alors pour aller plus loin dans l'analyse des dynamiques transgénérationnelles, nous allons examiner non seulement les aspects dissonants entre les luminaires, donc le Soleil et la Lune, et Pluton, mais aussi leur position en maison. Donc on va observer la maison 4, la maison 8 et la maison 12, parce que ce sont ces maisons qui sont des indicateurs de dynamique générationnelle, notamment la maison 8 qui nous parle d'héritage, de transmission, ainsi que du signe du Scorpion. Les planètes en Scorpion ou dans la maison 8 intensifient ces dynamiques et favorisent l'intégration des ombres personnelles et familiales et reflètent les schémas inconscients qui vont influencer l'expérience intérieure et le processus de transformation, bien sûr. Nous allons aussi évoquer les signes des Gémeaux, du Sagittaire, du Scorpion et du Capricorne qui ont des prédispositions à la dépression car ils montrent une difficulté à intégrer leur part d'ombre. Pourquoi ? Parce qu'ils ont une vision binaire qui divise le monde entre le bon et le mauvais, qui va empêcher l'intégration de leurs propres aspects négatifs. Donc comme on l'a vu, c'est ce qu'on appelle le clivage, qui est lié à un processus d'idéalisation qui les éloigne de la transformation personnelle en maintenant une illusion de séparation. Et cette attitude révèle une forme de rejet de soi et donne une indication importante sur la manière dont chaque signe va aborder ses dynamiques personnelles, accepte ou non ses limitations et relève les défis liés à sa propre personnalité. Donc ce point est finalement crucial car la dépression ne se résume plus uniquement aux facteurs extérieurs et contextuels. Non, la personnalité de chacun et la manière dont il gère son état intérieur sont des éléments indissociables du processus de transformation et qu'il faut prendre en compte. C'est d'ailleurs ici que se situe la rupture entre la théorie des humeurs et la psychologie moderne. Comme je vous l'avais expliqué dans la partie historique entre Hippocrate et Pinel, ce que je veux dire par là, c'est que Pinel a insisté sur l'importance de la perception que le patient a de lui-même, ce qui a ouvert la voie à une approche beaucoup plus psychothérapeutique en dépassant la simple notion de déséquilibre des fluides corporels. Et en astrologie, nous vivons une transition similaire puisque nous ne nous limitons plus à l'interprétation du tempérament basé sur les humeurs, mais nous intégrons la façon dont une personne perçoit et interprète ses expériences. Ce n'est plus simplement une question d'humeur, être sanguin, colérique, mélancolique et phlegmatique, qu'on liait aux éléments air, feu, terre ou eau, mais plutôt une façon de comprendre comment la vision déformée que l'individu a de lui-même peut contribuer à sa souffrance ou au contraire servir de base de résilience. Donc vous comprenez bien que c'est la personnalité couplée aux circonstances de vie qui crée en quelque sorte le processus qui conduit à la dépression. C'est finalement l'unique lien qui permet à la personne d'évoluer sur son fonctionnement et de réfléchir à sa manière d'aborder ces phénomènes de vie pour évoluer. Et c'est ce qui représente finalement sa capacité de résilience.
Alors si on prend le Capricorne par exemple, qui a souvent une vision pessimiste de la vie, ça va influencer sa manière de vivre chaque expérience, parce que sa vision va colorer sa perception et sa façon d'aborder les défis, tandis que le Sagittaire, lui, il va plus être déstabilisé lorsqu'il doit faire face à des limites qu'il préférerait ignorer. Le Scorpion, quant à lui, va plutôt se confronter à des pertes, à des séparations, ce qui crée chez lui un sentiment de solitude intérieure. Et enfin, les Gémeaux, ils peuvent avoir tendance à fuir leurs contradictions et ils vont préférer éviter l'introspection, ce qui va les empêcher parfois de faire face à leurs propres ombres. Alors là, vous voyez bien que les signes sont associés à différents éléments. Le Gémeaux à l'air, le Sagittaire au feu, le Capricorne à la terre et le Scorpion à l'eau. Et ce qui nous montre bien ici que ce n'est pas l'élément en lui-même qui détermine une vulnérabilité à la dépression, mais bien la manière dont chaque individu interprète et traite ses expériences en fonction de sa perception de lui et de son environnement, donc de sa manière plus ou moins flexible d'aborder les situations. En revanche, ce qu'on peut dire en astrologie, c'est qu'un déséquilibre dans la répartition des éléments dans le thème natal, soit par une absence ou une trop forte concentration d'un élément, peut effectivement influencer la perception et le jugement de la personne. Mais je vais y revenir après. Mais on n'a pas encore évoqué les personnalités qui sont très portées vers l'idéalisation. Et ça s'observe surtout chez les Gémeaux et les Sagittaires, qui ont une vision polarisée de la réalité. Et cette idéalisation peut rendre la chute d'autant plus difficile quand elle survient parce qu'elle détruit les barrières émotionnelles sur lesquelles ils se sont construits. Donc ces dynamiques sont souvent liées aux aspects entre les luminaires et Jupiter, ce qui favorise une vision exagérément optimiste de la vie. Et par ailleurs, les liens dissonants entre les luminaires et Neptune, ainsi que les aspects Vénus-Neptune, révèlent aussi une tendance à l'idéalisation, idéaliser l'amour, les relations, ce qui rend plutôt difficile la distinction entre ce qui est réel et ce qui est illusoire. Et ces personnes ont souvent du mal à envisager le conflit. Elles ont du mal à envisager la douleur, la séparation, ce qui les rend particulièrement vulnérables, parce que quand leurs attentes idéalisées se heurtent brutalement à une réalité de ce type, ça crée un choc émotionnel tellement intense que ça les plonge dans une grande désillusion parce que la réalité ne correspond finalement pas à l'idéal qu'elle s'était construite. Tous ces sentiments refoulés agissent comme une dynamo qui va abreuver le conscient d'une souffrance destructrice qui se manifeste souvent sous la forme d'un état dépressif ou de pensées négatives. Et là, je vais revenir sur les éléments parce que si la personne n'a pas de planète personnelle en éléments terre et en air, l'absence de ces éléments rend la possibilité d'ancrage dans la réalité encore plus difficile, ce qui limite la capacité d'entrevoir d'autres perspectives. Un dernier petit mot sur les transits des planètes comme Pluton et Saturne qui peuvent jouer un rôle de déclencheur dans la dépression endogène parce qu'ils vont être comme des activateurs d'une configuration spécifique du thème natal, celle qui représente un axe fragile lié au clivage, comme nous l'avons vu, ou des événements hérités. Donc tout le monde, parce qu'il y a un passage de Pluton et Saturne, ne va pas vivre une dépression endogène. C'est plutôt des transits qui viennent confronter la personne à tous ces aspects, mais pour découvrir quelque chose sur elle-même, pour découvrir un fonctionnement dans lequel elle s'est enfermée, mais qui n'est plus nécessaire de garder, qu'il est certainement nécessaire de faire évoluer, même voire d'abandonner. Alors quand on parle d'abandonner, on pourrait voir une action de libération et penser qu'un transit d'Uranus pourrait éventuellement être le moment de se délester de son fardeau, de mettre derrière soi ces schémas liés au clivage ou à la transmission. Mais non, ce n'est pas nécessairement le cas, car une personne qui n'est pas prête à accepter un changement soudain ou qui n'accueille pas ce changement va au contraire vivre le transit comme un déclencheur de sa dépression. Tous ces transits
impose finalement une confrontation inévitable avec la réalité. En fait, ils sont là pour ça, afin de créer ce processus d'intégration lent. Et c'est cette lenteur qui fait aussi partie du processus, comme le grand voyage d'Osiris. J'ai jamais vu quelqu'un aborder un effondrement, une reconstruction psychique sans passer par un cheminement lent et long, sans passer par cette douleur émotionnelle qui demande des efforts et un véritable investissement personnel. Et encore une fois, comme je le dis souvent, on ne peut pas donner du sens à tout. Donc il n'y a parfois pas de sens dans ce que l'on vit. Il faut aussi accepter que la vie n'est pas juste et que ça fait partie de la vie. Alors plus qu'un mal de vivre, il y a une lourdeur indicible qui se cache derrière la dépression endogène et qui nous met face à nos ombres, nos héritages, nos limitations et surtout l'acceptation et la reconnaissance de nos blessures émotionnelles d'enfant. Elle est l'expression de cette douleur enfouie dans notre inconscient et qui, révélée, est porteuse d'un potentiel de métamorphose incroyablement puissant qui permet d'accéder à une véritable complétude. Surgit un aigle noir, lentement, les ailes déployées. Lentement, je le vis tournoyer. Près de moi, dans un bruissement d'aile, comme tombé du ciel, l'oiseau vint se poser. Il avait les yeux couleur rubis et des plumes couleur de la nuit. À son front brillant de mille feux, l'oiseau roi couronné portait un diamant bleu. De son bec, il a touché ma joue. Dans ma main, il a glissé son cou. C'est alors que je l'ai reconnu, surgissant du passé, il m'était revenu. Dit l'oiseau, on dit emmène-moi, retournons au pays d'autrefois. Comme avant, dans mes rêves d'enfant, pour cueillir en tremblant des étoiles, comme avant, dans mes rêves d'enfant, comme avant, sur un nuage blanc, comme avant, allumer le soleil, être faiseur de pluie et faire des merveilles. L'aigle noir dans un bruissement d'ailes prit son vol pour regagner le ciel. Un beau jour, ou peut-être une nuit, près d'un lac, je m'étais endormi. Quand soudain, semblant crever le ciel, et venant de nulle part, surgit un aigle noir. Un beau jour, où était-ce une nuit? Près d'un lac, je m'étais endormi. Quand soudain, semblant crever le ciel, et venant de nulle part, surgit un aigle noir. Un beau jour, une nuit, près d'un lac, endormi.